Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast BBN édition du 18 octobre 2020. Jeff qui est là avec vous ce soir et qui revient donc après une absence. J'ai eu une grippe d'homme, c'est vraiment pas facile, mais on reprend le dessus là. Donc on est là. Belle victoire hier de l'Impact de Montréal, une victoire qu'on n'attendait plus. Je pense que sans dire qu'on avait baissé les bras, on avait très bien compris qu'avec Olivier Renard et la conférence de presse qu'il a tenue un peu plus tôt cette semaine, on a clairement compris que l'Impact est en reconstruction, que ça allait être difficile pour la fin de la présente saison, qu'il fallait vivre avec les effectifs qu'on avait sous la main et qu'on se dirigeait donc, l'énergie était canalisée vers l'atteinte des objectifs pour 2021 et poursuivre donc cette reconstruction qui est en cours de l'Impact de Montréal. Contre toute attente, l'Impact a sorti un gros match hier face à l'Inter de Miami, la troupe de David Beckham. Et l'Impact, donc, s'en sort avec 3 points. On a vu des belles choses dans cette rencontre-là, entre autres la tenue de Boyan, encore une fois fantastique, la tenue de Wanyama, encore une fois fantastique, Waterman, qui fait très bien par les temps qui courent, a eu quelques percées, quelques chances, mais là, en l'absence de Binks en charnière centrale, directement dans l'axe, on a vu des belles choses de Waterman et cette défensive-là à 4, moi, personnellement, je pense qu'elle est beaucoup plus stable que à 3 axes. Mais tout ça, donc, nous laisse un peu perplexes. L'Impact gagne pas. Il gagne quand on s'attend pas à ce qu'il gagne, perd quand on s'attend à ce qu'il gagne. Ça fait un peu chamboulé. Et ce qui est clair, c'est qu'il faut amener des ballons en haut et prendre des tirs dans la boîte. Si l'Impact prend des tirs dans la boîte, l'Impact gagne ses matchs. On va regarder, si vous le voulez bien, quelques statistiques du match d'hier soir à l'instant. Donc, la possession à l'avantage de Montréal, 51% contre 49% à Miami. Et on l'a senti tout au long de la rencontre. Les tirs cadrés dans cette rencontre-là, 8 en faveur de l'Impact, 4 pour Miami. Et les tirs dans la surface, c'est ce que je vous disais. Si on réussit à aboutir des ballons, on a vu des belles passes hier dans cette rencontre-là. Et les tirs dans la surface hier pour Montréal, 11 fois. Et je vous ai sorti là sur la droite ceux et celles qui sont avec nous en vidéo, que ce soit par notre plateforme Facebook, que ce soit par notre plateforme YouTube ou encore Twitter Periscope. J'ai relevé les 5 derniers matchs. Pour ceux qui prennent le podcast via iTunes, via Spotify et tous les autres, je vous explique en détail, donc pas besoin de l'infographie pour comprendre ce que je veux vous amener comme point. Mais si je regarde les 5 derniers duels de l'Impact de Montréal, on a joué face aux Revs, à l'Union, au Crew de Columbus, le Fire de Chicago et le Red Bull de New York. Donc, on s'incline face aux Revs, on s'incline face à l'Union et on s'incline face au Red Bull. On fait un match nul contre le Fire. Dans ces 4 rencontres-là, on prend moins de 10 tirs à partir de la surface. Donc, face à l'Union, on en avait 7 et pour les Revs, le Fire et le Red Bull, on prend 8 lancés. On a une nulle face au Fire. On a 3 défaites, les Revs, l'Union et le Red Bull. Et dans cette séquence-là, on réussit à aller chercher une victoire. C'est face au Crew de Columbus, qui, je vous rappelle, était premier au classement de l'Association de l'Est au moment de ce duel-là. On a pris 12 matchs, on a pris 12 tirs dans la surface, dans cette rencontre-là, et on a réussi à aller chercher la victoire. Donc ça, c'est une bonne chose.
Et c'est ce qui démontre que si l'Impact prend des tirs, l'Impact peut connaître d'excellents résultats. Et je veux revenir parce que oui, sur le match, on a vu des belles choses. Je pense que Sedic est en train de bien s'installer. Je pense que Waterman, sur le premier jeu du match, le premier but de l'Impact, c'est une passe parfaite de Waterman qui conduit à cette action-là qui vient à être conclue. Donc, c'est d'excellentes statistiques, mais on le voit là. Bojan, il explose depuis que Saphir Taider n'est pas là. Donc, avait connu ses meilleurs matchs avec l'absence de Saphir Taider. Là, on a confirmé son départ du côté de l'Impact et on sent que Bojan a de l'air. On sent que Bojan a pris de la confiance et retrouve sa place sur le terrain. Est-ce qu'on va décider de le garder? Est-ce qu'on le gardera pas? Et je veux en discuter avec vous dans le podcast de ce soir. Donc, si vous voulez faire des commentaires, que ce soit via Facebook, YouTube ou Twitter, Periscope, est-ce qu'on garde Bojan? Est-ce qu'on active l'option sur Bojan? J'attends vos commentaires là-dessus dans les prochaines instants. Mais je veux qu'on revienne. Olivier Renard a dit qu'on allait être en reconstruction. Et vous êtes plusieurs à regarder qu'est-ce que fait le Toronto TFC parce que c'est pas facile de comparer l'Impact avec le TFC. On les déteste, mais cette année, ils sont bons, sont premiers. Et tout au long de la saison, je me suis fait raboter les oreilles avec TFC est bien meilleur. Et moi, je vous ai dit, il faut être patient. C'est une reconstruction et c'est long. Donc, on va prendre un premier commentaire. Si tu veux bien en régie me l'afficher. Foot, oui, exactement. Donc, Rémi qui est là, salut Rémi à toi. Il dit oui, mais je l'aime, moi, Saphir. Mais la question est avec qui on construit pour l'avenir? On continue sur un autre commentaire. Encore Rémi qui nous dit les transferts seront complexes avec la COVID, je crois. Ça va être très compliqué, les transferts, et on va retourner, si tu veux aller donc sur Toronto, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec Toronto dans le passé et on va mieux comprendre ce que je vous dis quand il faut être patient avec l'Impact de Montréal. Donc, en 2007, le TFC se classe 13e sur 13. En 2008, son 12e sur 14. En 2009, son 12e sur 15. En 2010, son 11 sur 16. 2011, il y a encore une expansion 16 sur 18. 2012, une expansion, son 19 sur 19. 2013 termine au 17e rang sur 19. Et là, on rentre Osorio dans l'effectif de Toronto FC. En 2014, on arrive avec Vané qui est à la tête depuis ce temps-là de Toronto FC. Et on amène Bradley, on amène Delgado. En 2015, tranquillement, pas vite, Toronto FC se construit. On amène Altidore, on amène Jovenko et 2015, 12e sur 20. On a quand même dans l'alignement des points forts, là, tranquillement, pas vite. Greg Vanney est arrivé en 2014, met quelque chose en place et s'assure que le groupe, donc, s'améliore. Et là, on est allé chercher, voyez-vous, ça a pris 3 ans. 2013, 2014, 2015, il y a eu un changement d'entraîneur-chef, il y a eu des changements d'effectifs, et là, on a changé pas à peu près en 3 ans le visage de Toronto FC, là, avec Osorio, Bradley, Delgado, Altidore, Jovenko. 2016, 5e sur 20. 2017, finissent bon premier. Et là, tranquillement, pas vite, on change donc l'effectif en 2018. Saison de misère, mais Akinola arrive. En 2019, termine 9e sur 24. Pozuelo et Laria se pointent avec le TFC. Et en 2020, cette année, on sait que Toronto va finir dans les équipes de tête, mais on vient d'ajouter donc Piatti, Pablo,
à cette formation-là. Donc, tout ça pour vous dire que une formation, ça se bâtit pas comme ça en clignant des doigts. Il faut prendre le temps et on l'a vu avec Toronto, ça a pris quelques saisons. Donc, il faut prendre le temps de construire les choses. Et n'en déplaise à plusieurs, si Saphir Taider a quitté le bateau, moi, je pense que l'Impact n'allait pas construire son projet soccer autour de Saphir Taider. Et là, la question est à savoir, est-ce qu'on va construire autour de Boyan? On devra, il y a 3 gros dossiers sur le bureau d'Olivier Renard. C'est le dossier de Boyan, c'est le dossier de Camacho et de Maxi Urruti. Donc, il faudra décider qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 joueurs-là au cours des prochaines années. Et le dossier prioritaire est celui de Boyan, parce qu'il faudra activer l'option dans son cas, parce qu'on va le perdre, et c'est d'ici la fin de la présente saison. Sinon, il devient DP et on devra le payer comme tel. On retourne donc à vos commentaires. C'est Rémi qui dit « Il ne faut pas oublier que certains transferts du TFC n'ont pas été bons. Défaut, par exemple, en 2013. » Mais c'est exactement ça, Rémi. Je pense que tu soulèves un bon point présentement. Et c'est un peu ce qu'on vit avec l'Impact de Montréal. On ne va pas se le cacher. Présentement, on se plaint à raison de la contre-performance de nos joueurs de premier plan. Donc, Saphir Taider, on a chialé en masse dessus à l'époque où il était là. On tourne la page puisqu'il est parti. Boyan, ça a été pareil. Il nous a donné 3-4 bons matchs, mais avant ces matchs-là, on l'échangeait. Maxi Urruti, on n'en parlera pas. C'est clair qu'il ne fait plus partie du paysage. Camacho fait partie de ceux qui, selon moi, gagnent beaucoup trop cher pour ce qu'ils apportent à la formation. Donc, on est pris avec des mauvais choix du passé et on n'a pas d'autre choix que de laisser du temps au temps pour rebâtir cette formation-là. Donc, on peut poursuivre avec Rémi. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, mais être capable de se réajuster. Donc, dans cette optique-là, moi, je pense que si on veut activer l'option sur Boyan, il faut juste négocier avec lui et aller peut-être avec un TAM plutôt qu'un DP dans son cas pour s'assurer d'avoir les services de Boyan encore une saison et poursuivre le magasinage. Rémi le disait tantôt, si tu peux me réafficher en régie le deuxième commentaire, les transferts seront complexes avec la COVID, je crois. Donc, voyez-vous, c'est exactement ça. On a un mercato là qui se termine. Il y a rien de facile. Puis oui, il y a des équipes européennes. On pensait que la MLS allait avoir un gros levier parce que il jouait alors que toutes les équipes étaient au repos, toutes les ligues étaient sur pause, mais en vrai, oui, les clubs européens ont beaucoup de misère financièrement présentement. C'est vrai dans l'ensemble des 5 circuits. Peut-être la Bundesliga qui est beaucoup plus en santé que ses compatriotes financièrement. Mais dans l'ensemble, c'est difficile en Europe. Donc, est-ce qu'il va y avoir des joueurs de disponibles? La réponse est oui, mais l'Impact, pas juste l'Impact, mais la MLS n'a pas réussi financièrement parlant à aller chercher ce levier-là qu'on croyait possible avec la bulle, avec le MLS is back. On est allé chercher une belle visibilité, on se le cachera pas. Et c'est parfait. Mais par contre, on n'a pas réussi à libérer suffisamment d'argent et de fonds disponibles chez les formations pour aller convaincre ces gens-là de s'en venir. Donc moi, Boyan, je suis prêt à l'activer 1 an, continuer notre magasinage et voir ce qui sera disponible. Mais je pense que les équipes européennes se sont faites mal pour
un petit bout de temps et ça va être long avant que la reprise économique se refasse à travers les circuits sportifs internationaux. Donc oui, la MLS peut avoir un beau pouvoir de séduction, incluant l'Impact, même si je pense que l'Impact est défavorisé face à plusieurs formations en MLS de par son statut canadien, de par son climat, de par sa langue. Autant ça peut être un avantage, mais ça peut être un désavantage. Mais Rémi nous dit, mais la MLS, avec toute l'incertitude politique et sanitaire, peut peut-être décourager des joueurs. Et c'est exactement ça. Parce que je regardais des shows en France cette semaine où on parlait de la chaîne, tu sais, de Radio-Québec qui avait été Alexis Cossette, puis je n'entre pas sur le débat de la COVID, là, mais qui avait été censuré au Québec, puis qu'on brisait les libertés d'expression. Tu sais, c'est ce genre de move-là qui fait que à l'international, des fois, l'écho est pas nécessairement bonne. Et la décision, est-tu bonne, est-tu pas bonne? De fermer ça. Je veux même pas en discuter parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission, mais tu sais, ça nous donne mauvaise presse. Le climat politique également de cette fameuse, tu sais, Québec, va-tu être indépendant? Va-tu pas l'être? Il va-tu y avoir un autre référendum? Il n'y en aura pas. Veut pas, ça devient un climat d'incertitude à l'international, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre. C'est un climat d'incertitude. Parce qu'à l'international, quand on en parle, ben on parle de ce genre de dossier-là. Alors, tu sais, ça peut arriver. Il y a également, et j'en arrivais justement, Rémi qui dit non, je parlais de l'élection de Donald Trump, mais ça aussi, ça vient jouer dans tout ce débat-là et ce pouvoir-là de séduction de la MLS. Et il y a aussi cette fameuse fusion. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle arrivera pas? Cette fusion MLS, Liga MX? Et si elle advient, qu'est-ce qui se passe avec les marchés canadiens de la MLS? Ça aussi, c'est une incertitude, qu'on le veuille ou non, pour la MLS. Il y a une incertitude également avec la fenêtre, parce qu'elle est belle, la fenêtre pour le soccer au Canada présentement, avec la CPL qui se développe bien, avec des joueurs qui sont capables de trouver une place sur le marché professionnel. On s'en va dans le bon sens avec le soccer au Canada. Le programme de reconnaissance des clubs de Soccer Québec, la Fédération canadienne, le sport étudiant, le RSEQ, on est en train de mettre des beaux mécanismes pour faire un certain rattrapage dans la mesure du possible sur nos cousins de l'autre côté de l'océan. Mais tout ça va prendre du temps. On se le cachera pas. Et il y a bien sûr le taux d'imposition au Canada qui vient jouer un peu. Je vous parlais tantôt de la langue, c'est pas tout le monde. Le climat également vient jouer. Moi, demain matin, j'ai été une vedette internationale comme l'est, par exemple, Cristiano Ronaldo, qui éventuellement un jour déciderait de s'en venir en MLS. T'as le choix entre la neige de Montréal ou les palmiers et l'exotisme de LA, de Miami. Le choix devient, sans dire beaucoup plus simple pour eux, mais le glam, il est complètement différent. Alors oui, on va attirer certains joueurs, mais je pense qu'on va en perdre plus qu'on va en attirer avec nos attraits. Donc, il faudra regarder tout ça, mettre ça en perspective. Mais force est d'admettre qu'au moment où on se parle, l'Impact de Montréal se place relativement bien. L'Impact de Montréal se développe bien. Je pense que le plan Thierry Henry, Olivier Renard est crédible et s'en va dans la bonne direction. Donc, on parlait depuis longtemps de cette identité sportive-là de l'Impact de Montréal. On est en train de la voir et on est en train de se la créer tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si on est capable de revenir à l'infographie sur les statistiques du match. Donc, voyez-vous, dans les 5 derniers matchs, là,
on prend de plus en plus de tirs dans la surface. On l'a vu, là. Normalement, là, quand on en prenait 4-5 en début de saison par rencontre, c'était bon. On a monté à 6-7. Puis là, dans les 5 derniers matchs, là, on se tient 7, 8. Et dans cette séquence-là, voyez-vous, il y a 2 matchs où on tire à 11 reprises, 12 reprises. Et ça fait en sorte que le plan, ça nous démontre que le plan s'en va dans le bon sens, que cette identité-là de bloquer haut, d'attaquer et de défendre vers l'avant, il fonctionne pour l'Impact de Montréal. Donc, il faut mettre des ballons à l'avant-plan et utiliser au maximum cette capacité-là qu'on peut avoir d'aller jouer vers l'avant et de prendre des tirs de la boîte et de l'extérieur de la boîte également. J'ai pas relevé les statistiques des tirs en dehors de la boîte, mais on s'améliore énormément sur ce niveau-là. Je veux qu'on revienne également aux statistiques de Toronto, pas aux statistiques, mais à l'évolution de cette formation-là. Voyez-vous, 2016-2017, c'est là que Toronto a vraiment été chercher sa grande puissance. C'est là qu'ils ont réussi à remonter. En 2016, 5e place. 2017, ils terminent bon premier, mais ça a toujours pris quand même quelques saisons avant qu'on réussisse à construire de quoi de bien. Avec l'arrivée d'Osorio en 2013, avec Greg Vanney qui est arrivé en 2014, Bradley, Delgado, Altidore, Giovinco, mais à partir de ce moment-là, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, donc, on avait créé la colonne vertébrale de TFC. Donc, on a fini respectivement 5e. On a respectivement fini premier en 2016-2017. Et après ça, là, on peut faire du changement poste pour poste. On peut améliorer quelques points sans se mettre dans l'embarras. Mais l'Impact de Montréal, présentement, ne peut pas faire ça. Si l'Impact de Montréal aurait changé, change pour change, alors que Ignacio Piatti a quitté la formation, l'Impact aujourd'hui serait pas meilleur qu'elle l'était. L'Impact doit se construire. Et comment qu'on construit un club? C'est de l'arrière vers l'avant. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec des ajouts qui ont été importants quand même pour l'Impact. Waterman, on l'a vu, qui se développe bien. On a Binks, qu'on va perdre, mais qui est un ajout précieux à l'arrière. On a Zachary Broguillard qui s'est développé énormément. On a un Karifa Yao qui s'en vient disponible tranquillement, pas vite. On a procédé au remplacement de Bush par Diop et Pantémis qui, je suis obligé de vous dire, se développe bien. C'est encore trop tôt pour le dire. Il y a 2 rencontres de fait. Mais on a Mustafa Kiza qui s'en vient dans le couloir latéral gauche. Donc, derrière, là, on va être bien. Wanyama et Samuel Piette, on va être bien en milieu défensif. Et là, on arrive là. On arrive en haut où va falloir trouver ce fameux créateur de jeu, ce chef d'orchestre-là qui va faire le lien entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut du terrain, qui va trouver un moyen de faire circuler ce ballon-là. Et en haut, on est pas mal pris, là. Mason Toy, je pense qu'il faut pas abandonner dans son cas. On va lui donner du temps. A vu très peu de jeux pour l'instant. Mais on a Balou. Vous avez compris, vous autres aussi, au dernier match, que Thierry Henry n'était pas content de son entrée. Mais donc, on a Balou, on a Kyoto, on a Orji. Bref, on a quand même certains éléments qui sont pas parfaits, mais sont là et sont disponibles. Donc, si on signe avec Tam Boyan, moi, je pense qu'on règle un problème temporaire. Je ne signerait pas à long terme, mais on le prolonge d'une saison. Je pense qu'on fait un bon move, le temps de faire finir
le magasinage. Et là, ben, on trouve à remplacer Maxi Urruti en haut complètement. Camacho, va falloir le remplacer également, mais il va falloir remplacer par poste pour poste, comprenez-vous? Donc, dans la défensière centrale, dans l'axe, il faudra quelqu'un, c'est sûr, de solide, éventuellement, parce que Binks va s'en aller en Bologne. Et à Bologne, pardon. Et on a aussi Rod Fanny qui, qu'on le veuille ou non, à 40 ans, est pas mal sur la fin d'une carrière. Surtout avec la blessure qu'il a connue. Il faudra voir là, comment ça va guérir et comment il va revenir de tout ça. Mais il n'y a rien de fait là encore pour Rod Fanny. Et faudra donc avoir une défense centrale qui est solide. Donc, il faudra peut-être faire des aménagements en charnière centrale pour le contrat de Camacho qui tire à sa fin. Et là, avec un Waterman, avec un Karifa Yao, peut-être en super sub, ben on va avoir quand même quelque chose de bien si on réussit poste pour poste à remplacer Camacho. Je mettrais pas de DP, j'investirais pas une fortune. Et j'avais une discussion cette semaine sur les réseaux sociaux avec Adi Raphaël qui me disait, Jeff, il y a des bons défenseurs centraux qu'on peut obtenir quand même relativement à bon prix à travers la MLS. Donc, on va regarder si ce qui est disponible. Je pense qu'on peut faire un move logique et intéressant à cette position-là sans engendrer nécessairement des dépenses folles, mais ça nous laisse donc une belle latitude du côté d'Olivier Renard et de la direction de l'Impact de Montréal pour aller chercher en haut du terrain quelque chose qui va amener une belle percussion, un beau lien et surtout, un finish. C'est ce qui est important pour l'Impact de Montréal, c'est d'aller chercher en haut le finisseur qui va la mettre dedans. Mais encore faut-il que le ballon se rende à ce finisseur-là. Alors, c'est pour ça que c'est important quand même de bâtir le club de l'arrière vers l'avant. Parce que même si tu mets le meilleur marqueur de la Ligue en haut, si le ballon ne se rend pas à lui, on n'est pas plus avantagé. Donc, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale solide. Il faut qu'on ait des pièces maîtresses à chacune des positions, donc en défensive, en milieu de terrain, avant d'aller construire l'attaque. Parce que même si on va chercher un striker, même si on va chercher quelqu'un qui va la mettre dedans, ben si Corrales perd son temps, jamais à bonne position, le long du couloir extérieur, puis il n'est pas capable de centrer ce ballon-là, ça sert à rien. T'auras beau mettre le meilleur joueur au monde, si le ballon se rend pas dans ses pieds, il fera absolument rien. Donc, il y a du travail à faire pour Olivier Renard et aux fans de l'Impact de Montréal, ben, faudra être patient, faudra se tourner vers la saison prochaine et cette année, pour terminer ça, je pense que si on continue dans une formule à 4-3-3, comme on a vu lors de la dernière rencontre, ben, l'Impact peut surprendre encore quelques bonnes formations et pourrait possiblement nous amener en série d'après-saison. Donc, un peu de fièvre des séries éliminatoires pour l'Impact de Montréal. Ça ferait du bien aux partisans qui le méritent. Après une saison pas facile, après une saison où on s'est ennuyé de notre formation, qui joue à l'étranger, mais à la maison. Bref, ça nous ferait du bien de voir cet Impact-là réussir après 3 ans d'impasse, alors qu'il ne se présente pas dans les séries d'après-saison. Des voir là, ça serait bien. Quoi qu'il en soit, cette semaine, c'est une semaine de repos pour l'Impact de Montréal qui reprend le service samedi prochain. Donc, suivez-nous sur bbnmedia.com pour avoir les nouvelles, les détails de tout ce qui va se passer cette semaine, la sortie des podcasts et on va suivre ça avec vous. On va analyser les choses encore une fois cette semaine. Et on va être là pour le match de samedi prochain. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour ce podcast BBN en direct sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Et on vous rend ça disponible dans quelques instants en formule audio. Merci d'avoir été là. À la prochaine.